Bonsoir à tous. Petite introduction, sachant que je vais la faire tranquille et courte, comme d'habitude, je pense. On ne se doutait pas l'an dernier que ce serait aussi long. On n'imaginait pas 3 confinements, on n'imaginait pas les piscines fermées, les cinémas fermés, les cours de sport fermés, les restos fermés, et puis l'obligation de télétravail, la fermeture aussi de certaines activités dans les centres sociaux. Et puis la crise sanitaire nous a bousculés dans nos habitudes et aussi dans nos certitudes. Elle a révélé des situations qui n'étaient pas soupçonnables, des isolements, des fragilités, des inégalités, des exclusions aussi. Nous avons été aidés par nos financeurs qui ont maintenu nos subventions et il faut les remercier ici parce que je pense qu'ils ont fait un gros effort. Cet effort, on va le payer un jour, c'est certain. Mais en tout cas, je pense qu'aujourd'hui, on peut les féliciter d'avoir maintenu leurs subventions, ce qui va nous permettre de faire face et de faire face dans de bonnes conditions à la crise sanitaire. Nous avons pu compter aussi sur les équipes d'Estime et c'est pareil, je pense qu'on peut les remercier et peut-être les applaudir aujourd'hui pour les membres du conseil d'administration qui sont là. Que ce soit nos directeurs mais aussi tous les salariés et bien sûr Gilles Achiba en premier. Je pense qu'on peut leur dire un grand merci. Alors, la situation nous a forcé à l'introspection, c'est-à-dire à une remise en cause finalement de nos pratiques et à un renouvellement de nos actions. La remise en cause de nos pratiques s'est passée par une recherche de sens. D'abord pour ne laisser personne au bord du chemin, et puis pour tenter de faire avec plutôt que de tenter de faire pour, et ne pas renouveler bêtement, j'allais dire, certaines activités qui ne sont plus absolument indispensables. Aujourd'hui, nous avons essayé d'écouter les nouvelles aspirations des habitants. Faut-il reconduire des activités qui existent, entre guillemets, par habitude, mais qui n'ont pas vraiment de valeur ajoutée? Il y a des choses qu'on va remettre en cause aujourd'hui parce qu'on se rend compte finalement que les habitants viennent par habitude quelque part, ils viennent pour consommer du service, alors que finalement le centre social voudrait aller plus loin, le centre social ou Estime. On pense aussi qu'il faut toujours tenter d'être au plus près des réalités de terrain. Et puis, il faut des fois se méfier des progrès. Je pense au danger du numérique, je pense à l'isolement aussi qui est créé par l'électronisme. C'est pour cela à Estime, nous réfléchissons, nous nous adaptons pour être là où il le faut et quand il le faut. On ne peut pas se contenter de ce qu'on a, on cherche à toujours aller plus loin. Alors nous avons mis en place un véritable processus de recherche-développement qui a pour boussole les 4 piliers d'Estime. La solidarité, l'inclusion numérique, le développement durable et la démocratie participative. La crise nous a rendus libres et audacieux de faire toujours mieux pour notre territoire. C'est la notion d'agilité. Il faut continuer à travailler pour le bien commun, en lien avec les partenaires, que ce soit la MDA, les centres sociaux, mais aussi les financeurs et les FJC, pour l'avenir de notre territoire. Estime entreprend pour une société plus juste et plus solidaire. Je vous remercie. D'abord, je vous remercie tous. Merci les conseils d'administration qui ont toujours été à nos côtés pendant cette période qui a été quand même assez compliquée, une période 2020 qui a été... je ne sais pas comment dire, en prenant du recul, personne ne s'attendait à cette période. Le 16 mars, on a dû arrêter l'ensemble de nos actions et fermer l'ensemble de nos bâtiments pendant une période jusqu'à fin avril, début mai. Du jour au lendemain, on apprend qu'on doit tous arrêter. Tout le monde se pose des questions, et plusieurs questions, je veux dire, des questions par rapport au public, par rapport aux bénévoles, par rapport aux usagers, par rapport aussi à nous, notre situation, se retrouver confiné chez soi, c'est pas évident pour tout le monde, voilà. Dans un appartement 40 mètres carrés, il y a des gens qui ont vraiment souffert. Mais ce qui a été vraiment quelque chose de magnifique, je voudrais les féliciter, c'est l'ensemble des salariés avec les directions qui ont fait vraiment un travail magnifique. Comment on s'adapte, comment on remet le contact pour ne pas laisser les gens sans contact. Ludivine, qui est la directrice administrative financière, qui, avec ses équipes, Aurélie,
Laurence, ont toujours maintenu un lien avec l'ensemble des salariés sur les événements, sur les assurés, sur comment on va faire pour revenir, comment on peut faire, tout ce qui était procédure par rapport à ce qui nous avait été dit par rapport au gouvernement, parce qu'il fallait avoir des procédures. Voilà, tout a été mis en place pour rassurer l'ensemble des salariés. On a garanti le salaire au mois de mars aussi à 100%. On a pris ça en charge parce que, les situations, un manque de 200 euros, un manque de 100 euros pour des personnes, c'est très important. Tout ça a été géré vraiment avec les représentants du personnel et Ludivine qui a géré ça avec le conseil d'administration. On tenait informé à chaque fois des procédures, des lois, des nouvelles lois, comment on allait s'adapter, Et on nous annonce qu'on va ouvrir le 11 mai. Mais pour réouvrir le 11 mai, Ludivine aussi avec ses équipes, avec un bureau à ses côtés, pour voir comment, au niveau des espaces, comment on va gérer la circulation du public. Et tout ce travail a été fait vraiment par ses équipes, par Ludivine, d'une manière vraiment professionnelle. Et voilà, je voulais féliciter Aurélie, Ludivine et Laurence par rapport à ce travail-là. Ensuite, après, on a un certain qui s'appelle Julien, qui est directeur de la stratégie du développement, avec ses équipes. Alors là, vous avez deux personnes. Il y en a une qui est derrière qui est à la caméra. Il y en a une qui est en train de prendre des photos. Julien a une équipe chez lui, c'est des pépites. C'est des mecs qui ont des parcours, ils sont chez nous, il y a un accompagnement. Et Julien commence à me téléphoner régulièrement, me dit écoute, on est en train de faire des masques, on a des casques, on est en train de produire tout ça, et toutes ces équipes, même en télétravail, même en confinement, voulaient participer à ce travail-là. Et on produit, mais vraiment des choses magnifiques pour la solidarité. C'est-à-dire que c'était pas pour vendre des visières, c'était pour les donner aux infirmiers, aux infirmières, infirmières, au CSAS, des commerces de proximité. Il y a eu tout ce travail-là par ces équipes. Et c'est-à-dire que chacun a joué un rôle important pendant ce confinement. Ensuite, après, on a eu deux personnes, Christelle, Zoé, qui ont joué alors aussi, chacun dans sa partie, mais un rôle de dire comment on fait. On ne peut pas laisser les seniors, les personnes vulnérables, les personnes fragiles, on ne peut pas les laisser comme ça. Il faut qu'on maintienne le lien, il faut qu'on continue à garder un contact avec eux. Les équipes des centres sociaux Belencontre et Falampin, animées par Christelle et par Zoé, n'ont pas été en chômage partiel, ont poursuivi leur travail pendant toute la durée des courses, aller faire les courses pour des personnes âgées, aller amener des médicaments pour des personnes âgées, amener des produits alimentaires pour des personnes qui étaient en difficulté. Christelle, elle a même à un moment se demandé si elle n'allait pas à Boulanger pour aller voler des tablettes, des ordinateurs. Elle arrivait avec plein de tablettes, plein d'ordinateurs. Et elle arrivait à trouver ces tablettes, ces ordinateurs grâce à des fondations. Elle en dira un peu plus lors de sa présentation de son rapport. Mais tout a été fait vraiment pour les usagers. Et Christelle et Zoé ont vraiment impulsé quelque chose de nouveau, la posture. Alors, quand je dis Christelle, Zoé, c'est toutes les équipes, Perrine, je ne vais pas dire tous les noms, Axel et tout ça, tout le monde faisait un travail du lundi au dimanche. On a même mis une ligne téléphonique, 24 sur 24, 7 jours sur 7 jours. Une ligne astreinte qu'on donnait à tous les habitants pour communiquer s'il y avait le moindre souci de prendre contact avec nous. Ensuite, après, il y a 3 autres personnes qui ont œuvré aussi, Aurélie, Laetitia, Sylvie, Fanny, par rapport à leur public. Ils accompagnent des publics pour leur trouver une solution d'accompagnement, d'insertion professionnelle. Ils ont poursuivi leur travail en négociant aussi avec les décideurs, parce que c'était pas évident, c'est le confinement, les entreprises ne voulaient pas trop non plus embaucher. On a vu après qu'il y avait une pénurie au niveau des surfaces commerciales, on a vu des choses quand même. Et Sylvie, Fanny, Laetitia ont mis en place
des outils pour pouvoir garder, maintenir le lien. Tout ça a été fait en vraiment... On a passé des moments formidables parce qu'on était en visio avec des procédures. On a adapté, on a demandé la validation du département, la validation du FSE. Tout ce travail a été fait avec intelligence. Et toujours vraiment d'une démarche de dire il faut absolument qu'on continue à maintenir le lien avec les usagers, avec les jeunes et les moins jeunes et tout ça. Christelle, avec Julien et Zoé, ont aussi mis une application qui a été quand même vue au niveau de la région Hauts-de-France, Mon Centre Social à la Maison, qui a été vraiment par des milliers et des milliers de personnes, où il y avait des applications, où il y avait des jeux, où il y avait des films, je ne sais pas, voilà, on en dira un peu plus, mais c'est-à-dire que les centres sociaux, et pas que Bellencontre et Falempin, l'ensemble des centres sociaux tourcoing de la région ont mené, mais c'est parti des centres sociaux connectés. Et ça, c'est vraiment très, 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 très important. Et on a mis aussi une plateforme avec l'ensemble des centres sociaux pour maintenir le lien avec l'ensemble des Tourquenois. Il y avait une solidarité qui a été animée par Christelle et Zoé, de pouvoir... comment on maintient le lien, et cette plateforme, elle a permis de pouvoir continuer, poursuivre notre travail d'une autre manière. Ensuite, après, quand on regarde bien, on a perdu quand même des personnes chères, des usagers, des bénévoles qu'on ne verra plus. Je ne vais pas citer la liste due au Covid. Brigitte, tu vois bien de qui je parle, des personnes à Bellencontre qu'on ne verra plus. Il y a 2 personnes des centres sociaux qui sont partis, Dominique et Douche. C'est une période assez compliquée, qui n'était pas évidente pour nous tous. Voilà, parce qu'on est une famille. Ce qui est important, c'est cette forme de solidarité avec notre conseil d'administration, Brigitte, j'ai vu, toute l'équipe, Denise, vous 3, vous étiez régulièrement ici, en train de vouloir faire quelque chose, de vouloir donner quelque chose pour les autres, et ça, c'était magnifique. Pour terminer, je voudrais dire simplement 2-3 petits mots. Cette période, elle m'a fait grandir. Et dans nos réflexions actuellement avec l'équipe, c'est de réfléchir comment on va faire maintenant pour retrouver nos publics. Parce que ça n'a pas été évident pour que les gens reviennent facilement. On voit bien, il y a des actions qui vont être réalisées. Je n'en dirai pas plus parce que Christelle va le dire, mais comment on retrouve le public, comment on redonne confiance, comment on recrée du lien, comment on refait des fêtes de quartier, comment on boit un café tranquillement. Parce que là, maintenant, avec cette habitude qu'on a pris, est-ce qu'on se fait la bise tout ça, il faudra du temps pour retrouver ce qu'on avait auparavant. Bisous, tu vas bien, je vais bien. Ça c'est important. Et dernier mot, vous êtes dans un bâtiment où il va y avoir un travail formidable. C'est un nouvel espace qui va avoir lieu prochainement. Quand vous voyez ce travail qui est fait derrière, qui est réalisé derrière, c'est des personnes qui sont salariées du centre social, qui sont salariées à Sileo et qui ont fait ce travail-là. Tout est dirigé du main de fer par Zoé, avec ATEC, que j'ai vu dans les parages, qui coordonne l'ensemble des travaux. Tout le bâtiment va être fait. Tout ça grâce à Julien, Christelle, qui ont pu... Julien qui a fait un appel à projet qui a été retenu, Christelle qui va le mettre en place avec Zoé pour créer l'espace 216 qui sera inauguré prochainement au mois de septembre. Et vous allez voir, ça va être formidable. C'est l'une des premières structures qui va être innovante sur tout ce qui est autour du numérique, tout ce qui est autour du développement durable. Toutes ces nouvelles priorités que tout le monde en a besoin.
le Centre culturel de Falampin va vraiment faire un travail de fond sur ces questions-là et on verra bien tout le travail. Christiane en dira quelques mots sur la programmation pour la rentrée parce qu'elle va être vraiment, vraiment intéressante. Dernier petit mot, j'avais oublié un secteur qui est très important. Sidéo et Interface, eux aussi ont vécu cette crise parce qu'ils n'ont plus de chantier, plus de mission de pilotage social, mais voilà, ils ont repris tout de suite après, début mai à peu près, mais progressivement, pas tout le monde en même temps, on a maintenu, c'est-à-dire qu'on avait peur un peu, dans cette crise, de perdre des marchés, tout ça, et je vous en dirai plus au moment du rapport d'activité. Voilà, remercier l'ensemble des administrateurs, remercier l'ensemble des partenaires, qu'ils soient financiers, le département, la CAF, la ville, la région, ont tous participé, contribué. Il n'y a pas eu un problème de tension entre nous et les structures financières. Merci. Je laisse la parole à Julien. Bonjour, donc je me présente, je m'appelle Clémence et je suis co-coordinatrice de Level Up Cluster. Donc Level Up Cluster, c'est une agence de communication créative et solidaire. C'est plus précisément un atelier chantier d'insertion numérique. Alors au total, on est 20 et on accueille 9 candidats en insertion. D'accord, on fait plein de choses ici, c'est ça hein? Ah oui, pas mal de choses. Alors on fait des sites web, des applications mobiles, des supports de communication de type flyer, brochures, cartes de visite. On accompagne aussi les structures dans leur communication, dans leur stratégie de communication digitale. Et aussi on forme les personnes éloignées du numérique car on a une labellisation haptique. Et alors c'est destination des particuliers ou des entreprises ou les deux? Alors les deux, on peut accompagner des associations, des entreprises, donc finalement tout type de structure. Alors là, je te présente le pôle graphisme et motion design. D'accord. Alors bonjour, ton prénom c'est comment? Bonjour, donc moi c'est Tim. Il y a des choses pas mal qui tournent derrière toi, c'est ça? Tim, tu fais quoi ici? C'est quoi ta mission? Alors moi je suis graphiste, effectivement, et donc ma mission c'est de fournir Level Up en images et en éléments graphiques et de faire en sorte qu'un message soit traduit en images, qui soit lisible, agréable. Bonjour Pierre, ça va? Salut, ça va, t'as bien hein? Alors c'est toi qui joues sur les arcades, c'est ça, ou tu les fabriques? Qu'est-ce que tu fais? Alors on joue pas vraiment, en fait on essaie de fabriquer des bandes d'arcade pour pouvoir les mettre à disposition du public dans certains lieux, voilà, pour partager un petit peu, créer du lien social, quoi. Alors on m'a dit que la borne allait être mise dans un endroit assez particulier et assez originaux, parce qu'habituellement on les trouve dans les cafés, dans les restaurants, etc. C'est où qu'on va pouvoir retrouver ces bornes? Alors on a pour espoir de pouvoir les mettre dans des EHPAD, dans des foyers, dans des lieux comme ça pour justement créer du lien avec le public et leur faire découvrir peut-être autre chose. Parce que la borne n'est pas qu'une borne de jeu, on espère pouvoir la décliner en d'autres modèles pour pouvoir communiquer avec. Damien. Bonjour Damien, ça va? Bonjour Jacques Attest, ça va et vous? Ça va bien. Assez original, moi j'aime bien ce côté original. Ta mission ici c'est quoi et qu'est-ce qu'on fait ici en fait? Alors justement on est maker ici, on est plusieurs, on est 3. Comme vous avez pu voir, ça participe aussi à la création des bornes. On fait de la découpe de bois, on se sert de tous les outils, on va dire numériques, le rapport entre le numérique et l'activation de processus de découpe et d'objets, de création d'objets. Au service finalement d'une pédagogie d'expression pour à la fois s'amuser et à la fois s'exprimer. Moi je suis Maria, je suis développeuse web full stack et ma mission est de développer des applications et des sites web et mobiles. Et donc Maria, il y a une application qui est déjà en place actuellement pour la maison des associations de Tourcoing. Tu peux me présenter un petit peu le projet? Oui, c'est une application, c'est un répertoire d'associations. Donc du coup, pour une personne, il y a plusieurs thématiques. Elle peut retrouver l'association qu'elle recherche par rapport à ces thématiques. Par exemple, éducation. Il y a 200 associations répertoriées. Et du coup, grâce à l'application, on peut retrouver les coordonnées, on peut les appeler, les envoyer un mail, les géolocaliser dans la carte. C'est une chose qui est importante, c'est l'insertion ici, parce que c'est vraiment le côté original aussi, c'est l'insertion. Qu'est-ce que tu peux m'en dire plus? Alors nous ici on accueille 9 candidats, donc c'est des petits contrats de 6 mois renouvelables jusqu'à 2 ans. On appelle ça des CDDI, des contrats à durée déterminée d'insertion. Dans ces 2 ans ils ont le droit à une formation et en fait nous on a vraiment envie d'être un véritable tremplin pour eux.
pouvez suivre le VLab Cluster sur Facebook ou LinkedIn ou me contacter directement donc au 06 11 64 59 24. Vous avez tous le numéro de Clémence. Il suffit qu'on parle de la MDA sur la vidéo pour que Stéphane nous rejoigne. Bonsoir à toi. Vous m'entendez bien? Je suis obligé de me baisser un petit peu parce que vu que je suis plus grand que le pupitre, c'est un peu compliqué. Je vais vous parler en quelques mots du coup développement, stratégie et la communication donc sur l'année 2020. Donc il y a une petite différence entre la vidéo que vous avez vue et 2020 puisque la vidéo a été tournée en début de cette année. Donc il y a quelques petites différences. Alors, moi je vais parler de 3 gros projets qui découlent un petit peu de l'année qu'on a vécue, en sachant que pour nous, c'est comme l'a dit Gilles, c'est une année compliquée, mais c'est aussi une année, moi je pense, d'opportunité, avec les plans de relance, avec les diverses plans qui sont mis en place par l'État, la nouvelle programmation européenne qui va arriver. La place est très fortement axée sur le partenariat, sur le faire ensemble. Et donc je vais vous parler surtout là de 3 projets qui ont commencé à naître en 2020 et qui sont déjà axés sur le partenariat. Je ne parle pas des centres connectés, qui est peut-être un dossier qu'on mène depuis 2017 et qui était déjà axé sur cette dynamique-là, mais aujourd'hui elle a tendance à se généraliser, à se développer sur encore plus de thématiques. Le premier, c'est, Gilles en a dit quelques mots et je suis convaincu que Christelle en redira quelques mots après, donc je ne vais pas essayer d'en redire trop, mais c'est effectivement la fabrique numérique de territoire. C'est en 2020, on est labellisé fabrique numérique de territoire. C'est 32 fabriques en France sur le territoire national. On est la seule sur la MEL en tant que fabrique numérique. Il existe d'autres types de fabriques qui ne sont pas numériques. Donc celle-ci a la particularité d'être sur la médiation, sur l'accompagnement, l'inclusion numérique, donc un des piliers de la structure d'Estime, donc c'est très important pour nous. C'est aussi, comme je disais, un projet partenarial qu'on mène notamment avec les centres sociaux, mais aussi la maison des associations notamment, avec divers temps forts et médiations qui sont menés sur ces différents espaces, pas seulement ici, mais aussi directement sur place, avec ces partenaires. On souligne aussi qu'il y a un gros investissement aussi de la ville, puisque aujourd'hui, les travaux, Gilles en a parlé, c'est en cours de rénovation, mais ça représente au total 500 000 € qui vont être déployés sur la rénovation de ce lieu. Et je n'en dis pas trop parce que je suis convaincu qu'on va faire du doublon après avec elle. Ensuite, je vais vous parler du projet Urbanes. Urbanes qui a commencé à prendre forme en 2020. Urbanes, c'est un projet autour des enjeux du développement durable. C'est-à-dire que l'idée, c'est de se dire comment est-ce que les espaces, les friches qui sont vacantes, c'est-à-dire non occupées, peuvent être aujourd'hui saisis et embellis par les habitants du territoire. Donc il y a des présentations qui ont été faites notamment en 2020, on a commencé à créer le projet à ce moment-là. Il est encore en cours de ce que nous on appelle l'incubation, c'est-à-dire qu'on essaie de le faire grandir pour qu'il puisse prendre son envol. Donc je suis sûr que l'année prochaine, quand j'interviendrai, on aura des chiffres beaucoup plus intéressants à proposer sur Urbanes. Mais l'idée c'est de se dire, on travaille avec la collectivité, avec la ville de Tourcoing, avec les assemblées de quartier, avec tous les habitants, avec tout ce qui se passe aussi autour de la concertation, avec les écoles du territoire. Il y a eu un événement par exemple en décembre autour de la place des Falampins qui s'est déroulé avec la création de ce que nous on appelle des kits de co-design, c'est-à-dire un petit peu ce que vous avez vu dans la vidéo quand les makers ils vous parlent de découpe de bois, etc., etc. Donc ça veut dire qu'on veut faire en sorte que la ville, la collectivité, mais aussi après demain les bailleurs sociaux ou d'autres types de structures, quand elles réfléchissent à des espaces qui sont non occupés ou à des espaces occupés, qu'ils essaient de les réhabiliter, Urbanes peut intervenir pour essayer en fait de traduire la parole de l'habitant dans des paroles un peu plus architecturales ou un peu plus urbanistes, c'est-à-dire des personnes qui n'ont pas l'habitude de communiquer ensemble, et du coup il y a souvent de la perte en ligne. Voilà. Je vais vous parler d'un troisième projet qui s'appelle TIPS et qui est né aussi en 2020, pour le coup plutôt à partir de septembre 2020, qui est un projet qu'on coporte avec le CCAS de Tourcoing, qui a pour ambition de proposer à tous les Tourquenois une plateforme, deux plateformes, une plateforme, ce que nous on appelle de repérage des difficultés, c'est-à-dire que les médiateurs sur les terrains puissent repérer des habitants isolés qui ont des difficultés, et l'objectif de les orienter vers la bonne structure, vers le bon dispositif, vers le bon interlocuteur, ce qui manque souvent. Les gens sont souvent baladés d'un dispositif à l'autre
en sachant pas au final qui va pouvoir leur répondre. L'idée c'est de proposer donc aussi une plateforme, ce qu'on appelle la plateforme Solidarité Tourcoing, qui va être mise en route en septembre a priori. J'attends encore les confirmations, mais normalement ça va à partir de septembre, elle sera directement disponible sur Internet. Cette application aura pour but de référencer toutes les structures tourquenoises ou celles qui agissent sur Tourcoing et qui n'y sont pas forcément basées et qui agissent autour de 18 thématiques, que ce soit la santé, le logement, le numérique, etc. etc. Je n'ai pas fait un listing des 18, je ne l'ai pas en tête déjà, mais en tout cas c'est assez vaste et ça traite de tous les sujets. Voilà pour ces 3 projets qui font partie des projets un peu de développement de la structure. Et je vais faire un petit zoom du coup sur Level Up, même si Gilles en a dit quelques mots, puisque Level Up a donc 14 salariés, en partie en insertion. Aujourd'hui, on est plus 24 salariés avec 11, je pense, ou 12 en insertion. Donc il y a une grosse différence. On est aussi engagé sur un accueil de stagiaires de 3e qui sont dans les réseaux d'éducation prioritaire, c'est-à-dire des petits jeunes qui sont dans des collèges assez éloignés de tout réseau et qui ont besoin d'un stage de 3 jours. On les accueille, donc on en accueille 15 en 2020, ce qui est quand même pas mal. 2 alternants, donc 2 personnes qui sont en alternance au sein de la structure. Donc là, à l'époque, en 2020, c'était donc 14 salariés, dont 7 en insertion. Ça fait quasiment un salarié en cadre technique pour un salarié en insertion. Et différents domaines d'expertise, on a nombré de 7, de la création de sites internet, la création de logos, de flyers, de visuels, etc. Juste aussi la création d'applications. En 2020, Gilles en a dit quelques mots, mais ça sera ma dernière intervention. Il y a eu les visières, bien entendu, 1600 au total qui ont été distribuées sur tout le territoire. Ce qu'on appelle des visières anti-projection, donc ça venait en complément du masque. Il y a eu un gros mouvement en France là-dessus et c'est vrai que nous on y a participé. Il y a eu aussi la création d'une 40aine de gels hydroalcooliques sans contact, c'est-à-dire qui marchent avec le pied, non pas directement avec la main, qui ont été distribués aussi dans 40 structures, centres sociaux, maisons d'association d'ailleurs aussi, certaines écoles du territoire. Il y a aussi une intervention sur de la création de communication pour des associations qui justement étaient en difficulté à cette période et qui avaient besoin de communiquer. Donc on a mis en place un service de graphisme gratuit pour ces associations-là. Et enfin, en fin d'année 2020, et c'est important de le souligner, on a du coup, j'aime pas dire grâce à la crise sanitaire, mais avec l'opportunité de la crise, développé 3 nouvelles activités. Et donc on a eu des financements là-dessus, autour de la partie maker, donc vous avez vu un petit peu tout ce qui est impression 3D, etc. Donc tous ceux qui ont créé les visières, les gels, etc. Une partie de réparation, de reconditionnement informatique, c'est-à-dire de retrouver du matériel qui n'est plus utilisé, que ce soit des particuliers, des associations, des entreprises, et de pouvoir les remettre à disposition auprès du public, en complément bien entendu de tout ce que les fondations ont pu donner comme matériel. Le tout, c'est de le donner aux bonnes familles. Et la 3e activité qui est liée, c'est bien entendu la question de la médiation numérique, donc de l'accompagnement à l'usage numérique, et pas... on ne peut pas donner du matériel sans l'accompagnement qui va avec, puisque les personnes ne sont pas forcément toutes capables de l'utiliser. Et ça a été une des grosses problématiques de la crise et qu'on a voulu résorber avec ça. Voilà. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Donc moi je vais vous parler de l'action sociale sur 2020, donc les 2 centres sociaux Belle-Rencontre-Valentin qui constituent le cœur de l'action sociale d'Estime. Donc 2 centres sociaux qui sont implantés, reconnus au sein de leur territoire et qui accompagnent les habitants dans tous les aspects de leur vie quotidienne.
qui sont, grâce à une équipe pluridisciplinaire, accompagnés, qui poursuivent un projet social en phase avec les besoins repérés. En 2020, donc effectivement une année qui est très, très difficile, qui est marquée par la crise sanitaire, mais qui révèle quand même notre capacité d'adaptation aux besoins nouveaux, difficultés nouvelles. Une crise qui nous a amené de ce fait à développer de nouvelles actions, des actions collaboratives, des actions fortes, des actions innovantes pour répondre aux problématiques urgentes. Une innovation et une collaboration qui sont ainsi mis au cœur de notre ambition et de nos actions pour développer un accompagnement et une animation du territoire qui soit pertinente. Donc je parlais de collaboration, alors ça se traduit par des chiffres, mais aussi des actions, une collaboration avec les centres sociaux, avec la mise en place de Tourcoing Connect qui permettait de référencer toutes les actions qu'on a mises en place. Des actions collaboratives avec un numéro d'astreinte dont Gilles parlait pour pouvoir aussi référencer les difficultés et puis pouvoir apporter des réponses adaptées. Une collaboration aussi dans la mise en place de certains projets. Dans certains projets, je pense aussi à des actions pendant la crise sanitaire, donc pendant le confinement, à la mise en place de courses, d'un dispositif qui permettait aussi d'aider les habitants à distribuer des courses, à distribuer des denrées alimentaires. Des habitants des bénévoles qui se sont aussi impliqués dans la fabrication de masques à distribuer à toute la population. Plein de choses pendant le confinement qui ont permis vraiment de lancer une dynamique et de pouvoir apporter toute l'aide, en tout cas qu'on a repérée, dont on avait besoin. Les centres sociaux connectés aussi, on en a dit 2 mots, mais ils jouent aussi un rôle très très important pendant la crise, dans la continuité du lien avec les habitants, avec les partenaires aussi. C'est un projet 2.0 donc qui s'inscrit dans l'ambition de réduire la fracture des usages numériques et d'accompagner les habitants dans les enjeux de la transition numérique. Donc l'objectif, c'était de mobiliser les habitants, les institutions, les partenaires pour développer des solutions numériques. Des solutions numériques qu'on a retrouvées dans la plateforme Tourcoing Connect, dans mon centre social à la maison, dont on a parlé tout à l'heure. Plein de choses, des formations aussi qu'on a pu faire en ligne, des tutos, des Facebook Live, des paroles d'adhérents aussi en ligne, qui permettaient vraiment de garder le lien. Donc le but d'améliorer la vie quotidienne des habitants, le pouvoir d'agir des habitants, des bénévoles, mais aussi des salariés. Voilà, donc une année 2020 qui est difficile, mais une action sociale qui se réorganise et qui finalement s'adapte au contexte. Des perspectives sur 2021 dans l'espoir de retrouver un peu tout le monde au centre social, avec tout d'abord une perspective d'avoir un été dynamique, un été où on va pouvoir aller chercher un bon bol d'air, où on va pouvoir sortir, où on va pouvoir découvrir des choses. Donc une programmation qui sera présentée, mais qu'on espère être le point de départ pour revivre un petit peu comme avant. Et vraiment revoir les habitants, les enfants, tout le monde au centre social. Un nouveau contrat de centre aussi qui est l'évaluation du contrat de centre sur cette année, et un nouveau contrat de centre qu'on présentera pour 2022-2025, où là, comme on le disait tout à l'heure, avec des actions sur lesquelles on appuiera, des actions sur lesquelles peut-être on lèvera un peu le pied pour en mener d'autres. Des nouveaux espaces aussi, donc autant sur Falampin avec l'espace de 116, mais aussi sur Belle Rencontre où on s'est rendu compte qu'il fallait aussi réorganiser les espaces pour mieux accueillir et pour accueillir aussi différemment. Je vous emmène à la maison des initiatives de Tourcoing qui va par tous les moyens au contact des jeunes. Alors les décrocheurs, on n'a pas encore cité ce terme, c'est-à-dire celles et ceux qui sont sans solution et éloignés de tout. Et vous allez voir qu'on utilise le digital, on utilise la rue également pour aller à la rencontre de ces jeunes pour que surtout ils ne perdent pas le lien. C'est un reportage de Pierre-Jérôme Montenot et d'Amel Dridi. Pour repérer les décrocheurs, il y a la méthode classique, aller au contact.
c'est le travail des animateurs de captation. Flyer en main, ils abordent les jeunes, les informent et proposent les premiers pas vers l'emploi. Et puis il y a aussi les réseaux sociaux. La Maison des initiatives pour l'accès à l'emploi s'appuie désormais sur des musiciens, instagrammeurs et autres blogueurs qui acceptent de porter leur message. Et ça marche. Près de 180 contacts ont été pris la semaine passée après le relais d'instagrammeurs. Il y a des jeunes qui arrivent chez nous qui savent déjà d'emblée ce qu'ils souhaitent faire. Donc pour eux, c'est essentiellement un travail de mise en relation avec les entreprises partenaires ou organismes de formation avec lesquels on travaille. Pour d'autres jeunes, quand ils arrivent à notre porte, c'est pour définir un projet professionnel parce qu'ils ne savent pas du tout vers quoi s'orienter en fait. Donovan, lui, cherche une place de commercial. Il a répondu à un sondage sur Internet et passe aujourd'hui son premier entretien d'accompagnement vers l'emploi. Les entreprises restent sourdes à ces envois de CV. Certaines, oui, ne répondent plus car déjà que leurs effectifs à eux sont restreints. Du coup, ils n'ont pas forcément besoin de nouveaux employés ou même le temps pour former des jeunes ou quoi que ce soit. Du coup, c'est beaucoup plus compliqué qu'avant la situation actuelle. L'idée de l'équipe est de proposer à chacun un réseau, des formations professionnalisantes ou l'alternance. Le but donc à l'AVA, c'est de déboucher sur de l'apprentissage, donc on les met également très vite en lien avec le monde de l'entreprise. On a un partenariat assez fort avec les artisans et les entreprises du territoire pour déclencher la rencontre entre le jeune et l'entreprise. 70% des jeunes accompagnés ont un niveau inférieur au bac et 67% trouveront une solution. Alors donc bonsoir, moi je vais vous présenter ce soir l'axe vraiment insertion professionnelle, donc la MIAE, Maison des initiatives pour l'accès à l'emploi, qui comme vous le savez donc a ouvert ses portes en 2019, en mai 2019, et qui donc comprend 3 dispositifs. L'AVA, donc accompagnement vers l'apprentissage, la FME, formation mise à l'emploi et passe entreprise. 3 dispositifs qui accompagnent vers une insertion professionnelle durable à la fois des jeunes NEET âgés de 16 à 29 ans et des allocataires du RSA. 3 axes principaux à la MIAE, donc on a la formation, l'apprentissage et l'emploi. Malgré le contexte de 2020 avec l'arrivée donc de la crise sanitaire, l'objectif premier de la MIAE a été de garder le lien avec l'ensemble des participants. Chacun des 3 dispositifs a su réajuster ses pratiques, que ce soit en matière de captation des publics ou en matière d'accompagnement des personnes en parcours, et ce afin de poursuivre l'objectif de l'insertion professionnelle et de maintenir le cap vers la formation, l'apprentissage et l'emploi. Ainsi, nous avons renforcé notre présence sur les réseaux sociaux
Donc les animateurs de captation des dispositifs ont développé leur présence numérique sur les différents réseaux, en commençant par Snapchat, qui est le réseau social le plus fréquenté par les jeunes, ainsi qu'Instagram et enfin Facebook. Nous avons également développé le marketing d'influence en allant chercher des influenceurs sur le territoire afin de diffuser en fait des sondages sur leurs différentes pages Facebook, Insta, etc. et de faire la promotion de nos dispositifs auprès de leurs fans et ainsi pouvoir sensibiliser les jeunes et moins jeunes sur nos dispositifs. Nous avons également, durant cette crise, déployé des modalités d'accompagnement à distance, dont parlait Gilles au tout début, qui nous ont permis de proposer des parcours hybrides, mixant à la fois le présentiel et le distanciel, nous donnant ainsi de nouvelles perspectives pour faire évoluer notre action dans ce sens. Un travail effectué en profondeur par les référents et coachs des 3 dispositifs. Concernant l'intégralité de nos ateliers collectifs, nous avons opté pour une mise en place d'ateliers en distanciel, puisque les collectifs en groupe n'étaient plus possibles à ce moment-là, ce qui nous a permis de développer aussi notre axe numérique et de voir dans les nouveaux outils digitalisés un moyen de renforcer notre image de structure innovante, comme la mise en place par exemple d'une application de réalité virtuelle qui a séduit notre public, accessible notamment par le biais des smartphones et donc en distanciel. Quant au lien avec nos entreprises partenaires, il ne s'est jamais arrêté pendant la crise. En effet, même pendant le premier confinement, les chargés de relations entreprises des 3 dispositifs ont œuvré pour garder le lien et ont été sollicités par certaines entreprises qui nous ont permis de générer des signatures de contrats même pendant le confinement. Alors c'est vrai que c'était principalement en vente alimentaire. On s'est rendu compte que c'était des magasins par exemple qui avaient cette possibilité de rester ouverts et qui étaient de ce fait en manque de main d'œuvre. Donc on a pu proposer des candidats de la MIAE et qui se sont vus reprendre une activité professionnelle pendant le confinement. Les chiffres en 2020, donc pour la MIAE, c'est 463 nouveaux participants, 234 orientations par le biais de nos partenaires prescripteurs, donc on est à plus de 50% d'orientation, 337 sorties positives, donc pour les 3 dispositifs confondus et quelle que soit la sortie, emploi, formation qualifiante ou alternance. Pendant cette crise, on va dire toute l'année 2020, ce sont 101 jeunes qui ont pu profiter de la mise en place d'immersion, de conventions permettant une mise en relation avec les entreprises. Et certaines périodes d'immersion ont également donc abouti à la signature de contrats. Sur les 463 participants, on a plus de 50% d'entre eux qui résident en quartier prioritaire politique de la ville. Et on a donc 146 jeunes aussi qui ont pu être captés par les animateurs. Alors, quels que soient les moyens mis en œuvre, que ce soit par le biais des réseaux sociaux, que ce soit également par le biais de la mobilisation de terrain, qui a beaucoup fonctionné dès qu'ils pouvaient sortir. Également par rapport au forum, autant de tractations, autant d'actions qui ont été mises en place pour aller chercher les jeunes au sein même de leur quartier. Donc on part toujours du aller vers, et là pour le coup ça nous a permis en 2020 d'intégrer 146 jeunes. Donc dans le cadre du contrat ville, on a pu lancer donc, dès la rentrée de septembre 2020 le MIAE Tour. Donc dans l'ensemble des quartiers prioritaires de Tourcoing, on a pu, avec notre minibus, aller à la rencontre des habitants, puisque pour le coup c'était jeunes mais également moins jeunes. C'est 18 dates qui ont été effectuées, avec à nos côtés des partenaires tels que la mission locale de Tourcoing, la MIE de Roubaix, des centres de formation comme Orgali, Proxipro, mais encore l'ensemble des centres sociaux de Tourcoing, Ilevia aussi qui était à notre côté en fait tout au long de ces 18 dates. Grâce au MIAE Tour, nous avons pu donc intégrer et accompagner 41 personnes et qui ont donc intégré nos dispositifs grâce à cet événement. Les perspectives 2021, donc on a pour cette année donc la mise en place d'un jeu de plateau qui a été travaillé
et mis en œuvre grâce aux équipes de Passe Entreprise. Un jeu de plateau qui est à destination des partenaires, qui peut être animé à la fois en présentiel et en distanciel, et qui a pour objectif de bien comprendre le dispositif et vraiment de réactiver le partenariat ainsi que les orientations pour Passe Entreprise. Au niveau des perspectives, on a aussi pour objectif de poursuivre le développement du marketing d'influence, une méthode innovante de captation qui a fait ses preuves, puisque lors du premier sondage mis sur les réseaux, nous avons eu 180 personnes qui ont répondu en fait grâce à cette méthode. Organisation d'événements aussi à destination des jeunes des quartiers prioritaires, dont l'objectif est bien sûr de promouvoir nos dispositifs. Donc là, on réfléchit actuellement sur la mise en place d'actions à destination de garçons, mais également à destination de filles, puisqu'on doit avoir une mixité au niveau du public. Donc on part sur des tournois de foot et sur des cours de Zumba en plein air pour cet été, afin de mobiliser davantage de personnes. Nous avons aussi, dans nos perspectives de cette année, de mettre en place un projet qui s'appelle le projet Mixité, qui a pour but de sensibiliser les publics à la découverte des métiers porteurs en faisant tomber les stéréotypes de genre. Donc la MIAE compte recueillir le témoignage vidéo de plusieurs personnes. Alors pour exemple, demain, on a une interview qui est programmée avec une adjudante de l'armée de terre, qui va du coup faire la promotion de son métier et pourquoi ce choix en tant que femme. On a un homme également qui va être interviewé sur les métiers d'aide à la personne. Enfin voilà, autant de témoignages qui vont ensuite être diffusés dans les structures de proximité, donc les centres sociaux de Tourcoing principalement, les quartiers prioritaires également, lors de cafés-débats où on va pouvoir les diffuser et sensibiliser les habitants des quartiers sur ces métiers-là. Et enfin, donc, on a un événement aussi qui va être organisé très prochainement dans le cadre du parrainage de la MIAE avec donc Alassane Sissoko, qui est un rappeur tourquenois connu des jeunes des quartiers et qui a donc les mêmes valeurs que notre structure, donc à savoir vraiment que chaque personne, on part du principe que chaque personne a du talent et qu'il faut vraiment pouvoir saisir les opportunités. Et on va pouvoir déclencher ce parrainage très, très prochainement. Et vous aurez certainement l'information du coup sur les réseaux sociaux et via la newsletter d'Estime. Sur les chiffres clés de CIDEO, c'est 35 personnes qui sont en contrat d'insertion. Plus de 5 chantiers en 2020. C'est 610 logements qui ont été rénovés par ces personnes-là. En sachant que les chantiers sont dispersés sur la métropole et Pas-de-Calais aussi. On a quelques chantiers dans le Pas-de-Calais, du côté de chez Aurélie et Codin. Je vous dis où elle habite. Il y a eu 15 formations qui ont été proposées dans le cadre de ces personnes. Il y a tout un accompagnement social qui se fait. Ces personnes sont suivies et certaines font des formations qui sont même différentes du métier du bâtiment. Il y en a qui ont fait cariste, chauffeur poids lourd ou formation SSA, SS4. C'est des formations dans le cadre des chantiers. Les bénéficiaires, une personne a été recrutée par une entreprise. C'est-à-dire que aussi notre objectif, c'est que ces personnes, après, s'ils veulent, ils peuvent aussi aller carrément dans une entreprise normale, Léon Gross. Léon Gross, on compare à Léon Gross, à Bouygues, à Rabot-Dutuel. Ils sont en train de s'implanter beaucoup sur la région Hauts-de-France, mais au départ, ils étaient basés du côté de la Normandie et du côté de la région parisienne. Voilà, ça c'est Ciléo, et là c'est Interface. Alors Interface, je veux dire qu'il sourit, mais c'est 11 personnes, c'est 11 personnes qui sont recrutées, c'est des personnes recrutées en CDI, il n'y a pas... il n'y a pas d'insertion, c'est du privé à 100%, il n'y a pas d'argent public. Et il y a une deuxième interface, mais il n'y a pas de rapport sur la deuxième interface. Il y a un interface plus qui a été mis en place, qui est privé, qui paye la TVA, les comptes sont à part des comptes que vous avez présentés, mais voilà, ça a démarré officiellement depuis le 1er octobre. 11 collaborateurs, c'est 11 personnes qui sont chargées de mission pour bien comprendre ce que c'est interface. Ces 11 personnes partent du matin vers 7h30, à mon avis, leur départ c'est 7h30, parce qu'ils ont plusieurs sites sur toute la région de France.
Et ils sont en contact avec le bailleur, avec des cabinets d'études et bien sûr en relation avec les locataires dans le cadre de la réhabilitation, dans le cadre des déménagements, des emménagements ou dans le cadre sur les sites occupés, organiser les rendez-vous avec l'électricien, avec le plombier, tout ça. C'est eux qui font tout ce travail-là, mais au-delà des prises de rendez-vous, il y a toute une analyse qui est faite. Il y a une analyse qui est faite parce qu'on ne peut pas entreprendre des travaux si on n'a pas la photographie de tous les locataires pour vérifier s'il n'y a pas des locataires qui ont un problème voilà, de santé ou autre chose et tout ça. Il y a tout, voilà. C'est un travail vraiment très 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 riche et en même temps ils sont avec plusieurs métiers qui architectes, urbanistes, voilà, c'est des métiers magnifiques et voilà, ils arrivent à... Alors il y a des formations. Alors, ce qui a été très bien avec Julien, et je tiens à remercier Level Up, on vient de créer une application qui va être donnée à chaque locataire. Dans toute réhabilitation, chaque locataire va recevoir une application pour pouvoir prendre des prises de rendez-vous s'il y a un problème, voilà, ou autre. Mais il y a une application qui a été créée par l'équipe de Level Up. Alors, sur les perspectives, dans certains dispositifs avec de l'argent public, on ne sait pas si demain telle action va être poursuivie, tout. L'un des dispositifs qui est privé là, c'est qu'on sait que le plan d'action jusqu'en 2023, le carnet de commandes jusqu'en 2023 est voilà, est blindé. Tout est bien planifié, il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Alors, sur les perspectives, on a eu de très 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 bonnes nouvelles dans le cadre de l'ERBM. Alors, pour être très clair avec vous, dans la région, dans la métropole plutôt, on parle beaucoup de l'ANRU. L'ERBM, c'est le bassin minier, Liévane, les mines, le Forest, le Barlin. Je pourrais vous en citer plein, je connais bien maintenant le Pas-de-Calais. Et on a été retenu, et Codin, on a été retenu sur 3000 logements. C'est-à-dire que le RBM, plusieurs équipes ont fait appel à nous pour le pilotage social et c'est 3000 logements qui... alors chaque entreprise a à peu près entre 300 et 700 maisons. Et nous, sur les 12 équipes qui ont été retenues, on fait partie de 8 équipes. C'est-à-dire qu'on a plus ou moins gagné une grosse partie parce qu'on était dans 8 équipes. Et sur les 12, il y en a 4 avec qui on n'a pas fait partie, qui ont pris d'autres partenaires. Voilà, ça c'est sur le RBM. Alors, si vous voulez, d'abord, alors, ce qui va se passer beaucoup dans les prochains mois, pas à Belancourt, mais à Tourcoing, on aura des projets sur tout ce qui est Energy Sprong. Alors Energy Sprong, tout le monde va me dire c'est quoi? C'est vraiment il n'y a pas de gaz, il n'y a plus de gaz et il n'y a plus de perte d'énergie. En fait, c'est la méthode hollandaise et dans la presse, c'est apparu cette semaine avec LMH. Dans la presse, LMH va déclencher, mais on est sur 2 opérations actuellement à Roubaix et M, où on vient et on cafeutre la maison complètement avec l'isolation et tout ça. Et tout, il n'y a plus de gaz du tout. Et ça, c'est une méthode Energy Sprong, c'est la méthode qui vient des Pays-Bas. Aux Pays-Bas, il n'y a pas de gaz, il n'y a plus du tout de gaz. Et on va démarrer à Tourcoing un projet prochainement. Alors, il y en a un qui démarre, qui a déjà démarré sur le côté à Roubaix et M. Et en fait, si vous voulez, vous perdez plus du tout. Voilà, vous gagnez. D'abord, vous gagnez au niveau des factures, tout ça. Et c'est énorme. Alors, c'est une méthode. C'est-à-dire que, comment dire, vous voyez arriver les grues, la grue arrive, elle passe une façade devant, derrière, sur le côté. En une journée, votre maison, elle est déjà... voilà, on ne voit pas de maçon, tout est préfabriqué dans une autre entreprise. Ils viennent avec les matériaux. Et de ce fait-là, si vous voulez, on voit beaucoup de maisons du côté de Waterloo, vous inquiétez pas, sont magnifiques, magnifiques. Et les gens sont tellement contents et heureux. Alors nous, on accompagne tout ça. C'est-à-dire que le locataire, quand il n'y a plus de gaz,
elle a la difficulté à faire de la cuisine. Ma mère, si on lui retirait le gaz, elle aurait de la difficulté. Parce que l'électricité, c'est pas évident. Et après, il faut changer toute la vaisselle. Il faut s'adapter, tout ça. Et tout ce travail-là est accompagné, animé par nos pilotes qui sont là, sur place, pour donner les informations aux locataires, pour pouvoir vraiment leur donner des conseils et tout ça. Ensuite, après aussi, on travaille beaucoup avec Urbanes, parce que ce qu'on fait aussi avec Urbanes, c'est de dire il y a des espaces vides et comment on associe les habitants et les pilotes font de la coproduction, des ateliers pour essayer d'aménager, de trouver, si des personnes veulent mettre des bancs, des pistes de pétanque, on essaie de réfléchir avec eux pour redonner une dynamique dans le quartier. On vient d'avoir aussi un accord de principe, c'est une bonne nouvelle, sur le projet en rue de la Bourgogne. Nous sommes retenus, nous venons d'avoir la réponse officielle. On vient d'être retenu sur trois sites à la Bourgogne, la Clairière, la résidence de la Clairière, et du côté de la rue Colbert et rue du Roitelet, voilà, Colbert du Roitelet, et ensuite après tout le côté rue Schweitzer, voilà c'est rue Schweitzer, voilà tout ce côté-là avec une entreprise générale et deux missions qui vont être en amont avant les travaux qui sont commandés par Vulogia. Et on va démarrer la concertation dans le cadre de l'ANRU. Il y aura bien sûr, je le dis tout de suite, une collaboration qui va être très importante avec le centre social de la Bourgogne. On ne va pas arriver et avec bien sûr notre ami, camarade Harold, on va réfléchir à voir quelle collaboration, aussi au niveau du recrutement, voir si on ne peut pas recruter une personne de la Bourgogne pour pouvoir travailler. Voilà, c'est interface, ça se passe très bien. Ils ont eu des périodes très difficiles, mais comme tout le monde pendant la période du confinement, parce que tous les chantiers ont été à l'arrêt pendant 2 mois et on a dû attendre progressivement pour reprendre l'ensemble de nos chantiers. Merci. Donc, bonsoir à tous. Bien, comme tous les ans, depuis plusieurs années, 6 ans maintenant, le rapport de gestion financier. Je sais que vous allez passer un bon moment. Ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Alors, c'est parti. Un point rapide sur l'étude du résultat net en 2020. Le résultat net en 2020, ce compte de résultat enregistre un excédent de 513 827 000 euros sur un total des produits de 6 657 242 euros. Je vous passe les centimes. On a une diminution des charges de 16%. Et les produits aussi de 22% par rapport à 2019. Tout ça s'expliquera par la suite. Notre bilan augmente de 6% pour s'établir à 7 986 491 euros. Un point direct sur les produits, sur ce qui permet à l'association de vivre et de fonctionner. Les produits sont à hauteur de 6 657 242 euros. Là, je vais prendre le temps et je vais vous partager ma fierté. Ma fierté d'être trésorier d'une association qui est capable de s'autofinancer à hauteur de 31% de son budget de ses produits. S'il y a 6 ans, 7 ans de ça, on l'avait annoncé comme un objectif, beaucoup nous auraient dit irréalisable. Cette capacité-là, c'est simplement le fruit du travail de nos directeurs, des salariés qui sont capables d'entreprendre et de donner confiance au conseil d'administration, de dire « Allez, on va sur des nouveaux projets, on tente quelque chose ». Donc voilà, félicitations à tous les salariés pour avoir atteint ces objectifs-là. Au niveau d'un autre capacité d'autofinancement, je vous donne quand même le montant, 2 061 695 euros. Au niveau des financeurs, la Caisse d'allocation familiale reste notre deuxième financeur pour 2020, avec 1 123 816 euros. Ça représente 17% des recettes. La Caisse d'allocation familiale est toujours présente à nos côtés et le deuxième financeur, malgré une baisse depuis 2015 de 30% de ses subventions. Alors ça s'explique tout simplement par une diminution des subventions liées aux fonds propres
Et puis, on l'a déjà eu depuis plusieurs années, des activités de centres de loisirs qui ont dû être réduites, d'où certains choix qui ont dû être faits par le conseil d'administration et par la direction. Le FSE FEDER devient le 3e partenaire financier. 15% des produits, pour un total de 1 018 568 €. Idem, le FSE, il y a 5 ans de ça, on se lançait dans cette aventure. Ça inquiétait beaucoup de monde. C'était quelque chose d'osé et risqué, mais avec une gestion maîtrisée et des salariés motivés et investis, eh bien on y arrive, tout simplement. L'État représente un apport de 902 360 000 € et maintient son niveau de contribution à hauteur de 14% du budget. Les subventions du département restent stables. Ces apports sont de 789 428 €, 12% des recettes totales de l'association. Enfin, les subventions de la commune sont constantes. Elles contribuent à hauteur de 11% des financements, soit 697 064 €. Comme tous les ans, il convient d'ajouter la mise à disposition à titre gracieux de ce bâtiment, qui a une valeur locative annuelle de 85 800 €. Concernant tous ces différents financeurs, avec cette année difficile, cette année de Covid, eh bien, il faut les saluer. On avait des craintes quant au maintien de certaines subventions, quant à l'accompagnement de certaines actions. Ils ont eu le courage politique de maintenir celles-ci et de nous faire confiance. C'est ce qui a permis à tout ce qui vous a été présenté en amont, toutes les actions qui ont été imaginées, ces actions innovantes pour faire face à cette crise sanitaire et être présents auprès des habitants, c'est grâce à eux aussi en partie qu'on a pu les déployer. Merci. Alors, un point sur le résultat d'exploitation. Donc, le résultat d'exploitation, c'est ce qui retrace le fonctionnement normal et quotidien de l'association en comparant les charges et les produits. Ça représente 8% du total des produits. Au niveau des charges, là, c'est l'argent qui sort. On dépense 6 143 814 €. Charge du personnel, c'est le poste principal. C'est tout à fait normal. Il est en baisse de 12% par rapport à 2019. C'est 66,41% des dépenses totales de l'association. Les services extérieurs augmentent par rapport à 2019 de 19,40% pour s'établir à 524 109 €. Les achats sont forcément en baisse de 25% par rapport à 2019, ce qui représente 8% du budget. Les autres services extérieurs sont en baisse de 48% en 2020, donc ils s'établissent à 684 628 €. Ben, c'est très simple, hein. Crise sanitaire, fermeture des centres socioculturels, pas d'accueil du public, pas d'activité, pas de sortie, pas de dépenses de transport. Enfin, voilà, je ne vais pas vous énumérer la liste, mais voilà, c'est tout à fait la retranscription de l'année que l'on vient de vivre. Les dotations sont de 64 701 €, dont 30 939 € d'amortissement d'éléments immobilisés. Ça couvre 0,66% du budget. La dotation pour provision sur retraite est de 33 762 €. Gilles, c'est pas pour maintenant? La provision sur retraite, c'est pas à l'ordre du jour. Très bien. Les autres charges représentent 41 488 €, dont 9 054 € pour les charges de gestion, 32 176 € sur des intérêts bancaires, car oui, il faut y avoir recours pour pouvoir fonctionner vu tout l'engagement de trésorerie que l'on met au quotidien, et 216 € en charges exceptionnelles. Au niveau de la situation de la trésorerie, le nerf de la guerre, ce qui fait que qu'on va consulter les comptes tous les jours ou plusieurs fois par jour, elle augmente. Elle passe de 101 566 € en fin d'année 2019 à 165 453 € en 2020. Il est clair et net qu'il faut augmenter les capitaux propres de l'association, compte tenu du développement des activités de ces dernières années, et ça a forcément engendré un accroissement du besoin en trésorerie.
Le fonds de roulement net, c'est ce qui correspond à la marge de sécurité financière à long terme, c'est en hausse de 35%, pour être à 4 230 884 €. Le besoin en fonds de roulement représente, c'est le décalage de la trésorerie provenant d'activités courantes de la structure, passe à 4 718 210 € en 2020, contre 3 552 780 €. Je ne vais pas refaire le laïus sur la crise sanitaire de 2020, vous savez très bien que ça a eu un impact. Je le répète, oui, nos financeurs ont maintenu les subventions, mais il faut louer et noter que l'association a été capable de lever d'autres leviers, d'aller chercher des fonds privés. C'est encore une fois l'engagement des directeurs et l'implication des salariés. Donc je le répète, mais vraiment bravo à vous. Et donc clairement, la situation financière elle est complètement satisfaisante par rapport à l'année qu'on vient de vivre. Je vais vous dire très clairement qu'on était vraiment un peu plus inquiets que cela il y a quelques mois. En 2020, on a su maintenir une trésorerie positive, ainsi qu'un résultat confortable, malgré des délais de paiement importants des financeurs. On peut le comprendre, mais d'où l'utilité d'avoir une trésorerie convenable. Donc, comme chaque année, je le répète, l'objectif, et je ne lâcherai pas sur le sujet, c'est d'atteindre les 3 mois d'autonomie financière pour l'année 2021. On commence à avoir une dynamique qui va en ce sens. Pour conclure, comme tous les ans, je voudrais remercier Aurélie et Ludivine pour le travail qu'elles fournissent au quotidien. Elles permettent de me faire de moi d'un trésorier serein, apaisé, puisque j'ai confiance en leurs actions. Je suis vraiment satisfait des retours qu'elles me font régulièrement. Et puis, un petit mot pour Ludivine, parce qu'il y a 17 ans de ça, je venais te rencontrer ici dans cette structure en vélo, puisque je voulais devenir animateur. Tu étais à l'accueil, et donc tu avais pris mon CV et m'avais conseillé. 17 ans plus tard, tu es la directrice administrative et financière de cette association. Donc oui, il n'y a pas que dans les boîtes privées qu'on peut évoluer, et je ne parle pas évoluer qu'en termes de poste, mais d'épanouissement personnel et professionnel. Quand Myriam Colliana nous a quittés pour la retraite, on se disait, bon, comment on va s'en sortir? Merci à toi pour le travail que tu fournis, tu peux être fier de toi. Bonsoir à tous. Oui, ouais, il n'y a pas de changement hein, quand même, je viens tous les ans. Bon alors, je ne vais pas vous infliger la lecture intégrale de mon rapport. Alors, sauf à ce qu'il y ait des voix dans la salle. Madame la Présidente, j'en ai 8 pages. Hein, quand même. Parfait. Alors je vais commencer par l'opinion et c'est l'ordre par lequel commence le rapport. Alors nous certifions que les comptes annuels sont au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du patrimoine et du résultat des opérations de l'exercice écoulé, ainsi que de la situation financière de l'association à la fin de cet exercice. C'est-à-dire, voilà pour l'opinion, c'est assez simple et facile. Alors, néanmoins, nous avons formulé une observation qui est obligatoire au titre de la crise du Covid-2019. Dans le cas le plus général, ça a plutôt engendré des difficultés, mais comme le dit votre trésorier à l'instant, en fait, le courage de vos financeurs a fait qu'au contraire, ça a plutôt été une période favorable pour l'association, ce qui fait que nous attirons votre attention plutôt sur de bonnes nouvelles au titre de l'exercice 2020 écoulé. La deuxième chose, cependant, le corollaire avec le point précédent, est que pour nous assurer de la correction et de l'exactitude de vos comptes, nous sommes assurés que ce qui avait été maintenu en 2020 n'appelait éventuellement pas des reversement de subventions dans des délais très courts. À la date où je vous parle, nous n'avons pas d'informations qui iraient dans ce sens, qui nous a permis de certifier les comptes, comme je viens de le dire précédemment. Alors, ça n'augure pas, comme le disait Madame la Présidente en introduction, de changement de position de vos financeurs, mais à ce stade, ça n'est pas le cas, ce qui nous a permis de certifier vos comptes sans réserve ni observation. Mais avec une observation. Merci de votre attention, j'avais rien d'autre à ajouter. Alors il va falloir maintenant voter nos résolutions, n'est-ce pas? C'est vraiment le moment que je déteste. Bien, alors, on va passer par d'abord le rapport moral. Donc on va vous demander, si vous voulez bien, de voter de la gym ou pas de la gym? Peut-être pas de la gym, allez.
Vous avez entendu le rapport moral. On vous demande de l'Assemblée générale d'approuver les termes de ce rapport. Est-ce qu'il y a des gens qui sont contre le rapport moral? Y a-t-il des gens qui s'abstiennent? Merci. Donc tout le monde est pour. Merci beaucoup. Même chose pour le rapport d'activité qui a été présenté aujourd'hui. Est-ce que vous approuvez les termes de ce rapport? Ceux qui votent pour, levez les mains, s'il vous plaît. Ah, Gilles. On a suivi. Bien. Bon, je pense que c'est unanimité également. Troisième résolution. L'Assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion, c'est déjà plus... du conseil d'administration sur l'activité de l'association et pris connaissance des comptes annuels afférents à l'exercice clos le 31 décembre 2020, lecture du commissaire aux comptes du rapport sur les comptes annuels, les approuve tels qu'ils ont été présentés ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ce rapport. L'Assemblée générale constate que les comptes de l'exercice écoulé, conformément aux dispositions de l'article 223 quater du Code général des impôts, ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal au sens des dispositions de l'article 39-4 du même Code. Vous avez tous compris, il n'y avait pas de questions, bien sûr. Qui est contre? C'est 39-4. Oui, 39-4, c'est ça. Ah, Qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup, tout le monde est pour. Quatrième résolution. En conséquence de la résolution qui précède, 9.4, l'Assemblée donne au conseil d'administration quitus entier et sans réserve de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé. Pas de questions. Est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Tout le monde est donc pour. Merci beaucoup. Alors, la cinquième résolution, ça devient compliqué. L'Assemblée générale décide d'affecter l'excédent de l'exercice clos le 31 décembre 2020 s'élevant à 513 827,94 €. Je ne ferai pas grâce des centimes, monsieur le trésorier, de la manière suivante. Donc, au compte report à nouveau, je pense que c'est 113 000, c'est pas ce que j'ai sur mon papier, 113 827,94 €. Au compte de réserve associative pour un montant de 100 000 € pour la recherche et le développement du projet associatif et au compte réserve pour investissement pour 300 000 € pour le projet immobilier du siège social d'Estime. Est-ce que quelqu'un a des questions? Est-ce qu'on peut voter? Donc, est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Je vous remercie. Non, il y en a encore deux. Alors, sixième résolution. L'Assemblée générale, après avoir entendu le rapport spécial du commissaire aux comptes, constate qu'aucune convention visée à l'article L612-5 du Code de commerce n'est intervenue au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020. Voilà, j'ai besoin de votre vote. Est-ce que quelqu'un vote contre? Est-ce que quelqu'un vote s'abstient, pardon? Voilà, j'y arrive pas. Aujourd'hui, tout le monde vote pour. C'est parfait. Et septième et dernière résolution, l'Assemblée générale donne tout pouvoir au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal, ça c'est Madame Laurence, à l'effet d'accomplir toute formalité légale. Est-ce que quelqu'un vote contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Je vous remercie de votre attention. Voilà. Je pense qu'il va nous rester à remercier tout le monde. Hein, et peut-être à... Hein, il y a un pot d'amitié. Voilà. Et de vous inviter à boire un coup. Ah non, j'ai oublié une chose. Excuse-moi. Alors, le renouvellement du conseil d'administration. Cette année étant véritablement une année vraiment spéciale, on n'a pas eu de candidature au poste du conseil d'administration. Donc, on a 3 sortants cette année. C'est Bruno Beun, Jamila Lounès et Antoine Collard. Voilà, ces 3 personnes ont décidé de se représenter. Malheureusement on avait une 4e place, mais personne ne s'est présenté cette année. Je pense qu'on pourra accueillir quelqu'un au sein du conseil d'administration et le coopter l'année prochaine. Mais en tout cas, les 3 personnes qui sont sortantes se représentent. Donc, je vais vous demander de bien vouloir approuver leur réélection aujourd'hui. Les membres du conseil d'administration. Donc, qui vote contre éventuellement? Qui s'abstient? Et ben, bravo à ceux qui sont élus. Et ça permet donc de clôturer cette assemblée générale et de vous inviter au pot de l'amitié. Voilà.